Alors, rebonjour à tous et à toutes. Merci d'être restés avec nous et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Pour cette deuxième table ronde, pour continuer à parler des enjeux de désinformation climatique et d'ingérence étrangère. Et surtout, cette fois-ci, de compléter un petit peu cette première table ronde qui nous avait permis donc, de comprendre les dynamiques du nexus désinformation climatique et guerre informationnelle à travers les cas russes et états-uniens. Qui nous ont permis de comprendre les canaux de diffusion, les objets, les thèmes qui étaient souvent repris, les objectifs hypothétiques, etc. L'objectif de cette table ronde-là, c'est de prolonger cette conversation, cette fois-ci pour comprendre plutôt quelles seraient les répercussions de la désinformation climatique, qu'elle soit d'origine étrangère ou non. Donc on va s'écarter un petit peu du cadre de la note pour se concentrer vraiment au sens large sur la désinformation climatique et plus largement encore sur la manipulation de l'information climatique. Euh, pour faire une petite aparté en lien avec la note, l'instrumentalisation de l'information climatique, elle peut avoir des effets significatifs à de nombreux niveaux. Et dans le cadre de la note, on s'est concentré notamment sur les répercussions de la désinformation climatique sur les forces armées, pour essayer de comprendre comment la désinformation climatique pouvait les impacter à la fois au niveau stratégique, dans la préparation des forces et dans leur capacité d'adaptation, mais aussi au niveau opérationnel, puisqu'il y a une partie importante de la désinformation climatique qui a lieu dans le cadre d'événements climatiques extrêmes. Et ça a un impact direct sur les forces armées et sur leur capacité à opérer dans ces interventions de secours d'urgence, ces opérations HADR en anglais. Mais comme je disais, on s'écarte pour cette table ronde un petit peu plus de la note. Et l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce que la désinformation climatique peut avoir des impacts à d'autres niveaux, au niveau scientifique, au niveau diplomatique, des conséquences sociales, par exemple, politiques également. Et donc, c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, je vais me tourner vers nos copanélistes pour les présenter. À ma droite, Robert Vautard, vous êtes actuellement président du groupe 1 du GIEC sur les bases physiques du climat. Vos travaux se sont notamment concentrés sur la modélisation de la pollution atmosphérique et la compréhension des changements climatiques via l'étude des événements climatiques extrêmes et des climats régionaux. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS et travaillez à l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'Institut majeur de recherche en sciences de l'environnement en France. Merci d'être avec nous. À ma gauche, non pas à ma gauche, pardon, derrière moi, Carlos Hernandez Echevarria. Vous êtes directeur associé à la Fondation Maldita, que vous avez rejoint en 2020 pour diriger les activités de politique publique et de plaidoyer, pour promouvoir des solutions pour renforcer l'intégrité de l'information, notamment dans le cadre du Digital Services Act, sur lequel nous reviendrons plus tard. Vous dirigez également le groupe de travail sur les politiques publiques au sein de l'Association européenne des organisations de fact-checking. Et vous êtes également membre du groupe de travail permanent de The European Digital Media Observatory, sur lequel on s'est également appuyé dans le cadre de la note. Éléonore Dufaux, que vous connaissez donc désormais puisqu'elle modérait la première table ronde. Tu es chercheuse à l'IRIS au sein du programme Climat, Environnement et Sécurité, également chercheuse à l'Observatoire Défense et Climat, titulaire d'un master en affaires européennes et de Sciences Po. Tu as également travaillé sur cette note et participé à toute la recherche et à la rédaction de cette note. Enfin, Katharina Zweigel, vous êtes la directrice des politiques publiques au Forum sur l'information et la démocratie. Vous êtes responsable pour le développement des recommandations de politique publique sur l'intégrité de l'information, les médias et l'accès à l'information. Vous êtes également responsable d'un axe de travail sur l'intégration de l'information sur le changement climatique et l'environnement, en coordination avec l'Arménie et le Brésil, dans le cadre de la COP 30 et la COP 17. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Robert Vautard pour commencer cette discussion, pour revenir sur les répercussions que peuvent avoir les différents types de manipulation de l'information climatique, voir les répercussions que ça peut avoir sur le consensus scientifique global, sur le GIEC, comment est-ce que ça peut fragiliser par la suite la gouvernance climatique mondiale. Donc, je vous laisse la parole et merci à vous pour cette première présentation. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Donc, voilà, je vais m'exprimer en tant que coprésident du groupe de travail du GIEC sur les bases physiques du changement climatique. Donc, je suis physicien. Et donc, je voudrais mettre un disclaimer tout de suite sur ce que je vais dire. On a, en fait, deux disclaimers. Le premier, c'est que
il y a des gens très sérieux qui ont travaillé sur la désinformation climatique autour de nous, les panélistes précédents, qui sont des spécialistes du sujet. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la désinformation climatique. Je suis un témoin. Je peux vous témoigner d'une expérience ou de plusieurs expériences, mais je ne suis loin de là pas du tout un spécialiste du sujet, un spécialiste scientifique. Le deuxième disclaimer, c'est que appartenant à une organisation internationale, il est parfois difficile de donner d'être non diplomatique. Voilà. Donc, une fois ces choses étant dites, et donc je vais me restreindre à ce mandat-là. Ces choses étant dites, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que, dire une chose, c'est que finalement, comment le GIEC, et je vais essayer de parler aussi un petit peu plus du GIEC, comment finalement le GIEC, au fil du temps, a su développer une méthode en fait pour construire des connaissances, pour faire la synthèse pas construire, mais faire la synthèse des connaissances de façon indiscutable et permettant finalement de répondre à la désinformation dans une certaine mesure. Alors, la désinformation climatique est une science à part entière, comme je vous le disais, et puis c'est un problème persistant depuis des années dans le domaine des sciences du climat. On se rappelle d'un ancien ministre qui avait publié des courbes fausses dans un livre, mais tracées à la main. Enfin, donc, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, la désinformation climatique dans le domaine des sciences du climat. En utilisant tous les moyens possibles, jetant le doute sur les preuves, produisant des chiffres erronés, sélectionnant les résultats, ça c'est une méthode qui est très utilisée aujourd'hui, le cherry picking, on sélectionne les résultats qui nous intéressent, enfin qui intéressent la personne qui va les utiliser. Selon l'intérêt du propos, les sciences du climat, finalement, sont la cible de désinformation depuis très longtemps. La communauté scientifique est relativement, je dis bien armée pour y faire face, en tout cas à l'habitude. Mais par le passé, donc, les attaques contre les sciences du climat ont paradoxalement contribué, au contraire, à définir des procédures plus rigoureuses au sein du GIEC. Voilà, on se rappelle du Climate Gate, et même si tout ça a été vraiment monté de toutes pièces, ça a permis aussi au GIEC de renforcer ses procédures et de renforcer la durabilité, la crédibilité des informations par des processus beaucoup plus rigoureux, plus lourds aussi, mais plus rigoureux. Des cycles d'examen collectif des textes qui sont produits, des rapports. Je rappelle que le GIEC a pour mandat de faire la synthèse des connaissances sur le changement climatique, d'une part dans le domaine des sciences physiques, mais aussi dans le domaine des solutions, autant pour l'adaptation que pour l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour les solutions, de faire cette synthèse de la science pour permettre de l'apporter aux décideurs politiques et aux décideurs de tous les pays. Alors, un des points importants de la méthode du GIEC, qui rend assez difficile après la torsion des informations une fois fait, c'est pas impossible, mais ça la rend plus difficile. C'est la règle du consensus. Donc, d'abord, le consensus entre les scientifiques, entre les auteurs, et entre les auteurs et les rapporteurs, enfin, d'une certaine façon, entre les auteurs et les rapporteurs qui, au cours des cycles de revue des rapports, vont enrichir le texte. Et puis, donc, ce consensus scientifique, il doit être présent au niveau de chaque équipe, au niveau de la synthèse elle-même, et je peux vous garantir qu'on passe des heures, des jours à essayer de se mettre d'accord sur les phrases qu'on veut utiliser, parce que mes collègues sont extrêmement pointilleux pour ne rien oublier, pour tout mettre dans chaque figure. Parfois, il y a trop d'informations parce qu'on veut toujours en faire un peu trop, on veut toujours dire tout finalement sur le sujet et ne pas être
imprécis lorsqu'il manque un chiffre ou une information. Mais parfois, ça devient plus difficile à comprendre. Néanmoins, ces rapports ont l'avantage de contenir la synthèse des connaissances. Ce n'est pas la recherche, ce n'est pas une opinion, c'est la synthèse des connaissances. Et donc, cette connaissance-là, elle a un caractère un peu universel. La deuxième dimension d'universalité, c'est l'accord, c'est le consensus entre les scientifiques et les représentants des gouvernements. C'est très important, ce consensus, parce que il est difficile après, lorsqu'un gouvernement, quand l'ensemble des gouvernements a signé un texte, de revenir sur une conclusion du texte. Ça a été fait, hein, c'est pas impossible, on a vu ça récemment, mais certains gouvernements peuvent revenir sur le constat, approuvé par tout le monde, mais la crédibilité de ça reste quand même un petit peu douteuse. Donc c'est vraiment ce consensus, les cycles de revue qui fait que finalement on arrive à un texte qui a une information qui est extrêmement durable. Et jusqu'à présent, donc finalement la désinformation, enfin jusqu'à il y a quelques années, dans les sciences du climat, était organisée à l'échelle d'individus, de groupes de pression pas forcément bien organisés. Mais finalement, je ne suis pas certain que cette forme de désinformation qui a eu lieu jusqu'à il y a quelques années fragilise le travail scientifique et le consensus. Elle l'a plutôt renforcé en réalité. Elle a permis d'être plus rigoureux dans nos procédures. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que cette désinformation prend des formes différentes, parfois très directes et très difficiles à contrer, comme des affirmations ouvertement fausses diffusées publiquement avec des conséquences sur les politiques officielles et les documents d'implémentation. On a vu certains cas d'études précédemment. Et des coupes budgétaires dans la recherche climatique, dans la recherche sur le climat. Elle peut aussi prendre des formes qui ne nient pas, justement, directement la science, mais s'attaquent aux scientifiques eux-mêmes ou elles-mêmes, par exemple, en prétendant à tort que ces scientifiques ont un agenda politique. Donc en clivant, en mettant la communauté scientifique dans un côté du spectre politique lui-même. Toutes ces formes-là peuvent avoir des impacts finalement à grande échelle, à plus grande échelle, sur la production scientifique et l'interface science-politique. Donc jusqu'à maintenant, on avait un petit peu, il y avait des attaques, il y a toujours eu des attaques qui ont permis de se renforcer. Aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude qui est un petit peu plus large. L'impact potentiel sur la science est d'une part la possibilité, hélas, de détourner les jeunes scientifiques de la climatologie et des sciences climatiques, car finalement on ternit un petit peu la réputation, où on peut essayer de ternir cette réputation pour des gens qui seraient moins bien informés ou qui ne seraient pas... Mais ça peut aussi, par un effet, quand on a 30 ans, 25 ans ou 35 ans, peu importe, et qu'on veut s'orienter, on peut se dire, est-ce que je vais m'orienter dans ce domaine-là où je prends des risques. Voilà, je prends des risques en m'orientant dans ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment cette forme-là qui est vraiment très, très difficile, parce qu'elle va avoir des effets à long terme sur les générations de scientifiques qui ne vont pas s'engager dans cette voie-là au niveau scientifique, pas au niveau politique du tout. Je parle vraiment au niveau scientifique. D'autre part, ces formes de désinformation nouvelles peuvent aussi détourner les décideurs de soutenir ces travaux scientifiques. Et la recherche, bien sûr, ne peut pas se faire sans le soutien politique, aussi bien financier que moral. À l'interface science-politique, ça peut également perturber les discussions et les priorités politiques, ainsi que la fluidité des échanges sur le climat
et la science, avec un risque de retard, de blocage, de perte d'intérêt de la part des scientifiques, donc une forme de découragement. Alors, au sein du GIEC, dans sa dimension scientifique, le GIEC a toujours ce double aspect. Il y a les plénières où il y a les membres élus, moi je suis membre élu du GIEC et on est face au gouvernement, puis il y a aussi lorsqu'on a nos réunions avec les auteurs, et là il n'y a plus de politique, il n'y a que de la science. Et au niveau scientifique, pour le moment, on n'a pas, personnellement, je n'observe pas d'influence sur la communauté scientifique, sur le moral des troupes, en gros. Hein. Voilà, ça continue, tout le monde est à fond. Il n'y a pas vraiment de problème pour le moment. Mais je suis préoccupé sur le moyen et long terme. Les réponses factuelles à la désinformation ne suffisent peut-être plus aujourd'hui. Il faut une approche un peu plus systémique pour lutter là-dessus. Alors, des progrès en matière de culture climatique, comment dire, il y a un terme anglais qui s'appelle climate literacy. Là aussi, la réduction des inégalités régionales entre les régions du monde. L'information climatique n'est pas la même. L'accès à l'information climatique, l'accès aux données n'est pas la même dans tous les pays. Tout ça, la réduction de ces inégalités va améliorer ce cadre global. Mais aussi, dans certains pays, hein, donc moi je sais plus qui citait le groupe Viginum, je crois que c'est ça. Il y a eu un très bon rapport qui donne des pistes aussi en s'appuyant sur la littérature pour lutter contre pour lutter contre la désinformation. Je voudrais terminer mon allocution en citant un exemple qui a été un petit peu cité là, et c'est un poste d'un dirigeant d'un pays, hein, je ne vais pas citer lequel, mais qui affirme d'un ton moqueur qu'un panel de haut niveau des Nations Unies, je me suis dit c'est peut-être bien le GIEC, peut-être, venait d'admettre que ces projections étaient fausses en expliquant ainsi que les programmes de recherche sur le climat et la politique climatique de ses prédécesseurs et de ses adversaires, se basant sur l'alarmisme, étaient infondés. Donc, on peut faire un petit peu un examen de cette information, parce que si on regarde dans le détail, chaque phrase est fausse. Chaque phrase est fausse de ces affirmations. La première, en fait, voilà comment, finalement, en partant d'une affirmation erronée, on a abouti à une conclusion erronée qui peut avoir des conséquences à plus long terme. La première chose fausse, c'est de dire que c'est le GIEC qui parle, ou enfin un panel. C'est pas vrai, c'est pas un article qui vient du GIEC, c'est un article qui vient d'un groupe qui est d'un groupe scientifique tout à fait respectable, un très bon groupe scientifique qui s'appelle le groupe CEMIP, voilà, qui coordonne les projections climatiques au niveau et les scénarios au niveau international. C'est pas le GIEC. Le GIEC, nous, on fait que récolter en quelque sorte tous les articles dont celui-là, et on va utiliser d'autres scénarios. Donc c'est pas le GIEC. Deuxièmement, viennent d'admettre que ces projections étaient fausses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il se passe quoi ? Les jeux de scénarios précédents, c'est un faisceau. Les scénarios, c'est on fait des scénarios. Si vous avez une politique climatique, vous irez à 1,5 degré. Allez. Si vous n'avez pas de politique climatique du tout, vous allez à 5 degrés. Bon, je schématise un peu, je simplifie un petit peu, mais c'est pour la clarté de mon propos. C'est ça qu'on disait en 2015. Ces projections, elles sont issues en 2015. Donc effectivement, si vous n'avez pas de politique climatique, vous allez à 5 degrés. Si vous avez politique climatique, vous allez à 1,5 degré. Bon, il y a eu des politiques climatiques depuis 2015. Il y en avait même avant. Ces scénarios étaient même jugés, le scénario extrême qui mène à 5 degrés ou à 4,5 degrés était un scénario qui était extrême dans tous les points de vue, dans l'utilisation des énergies fossiles, et puis aussi dans le fait de l'absence totale de politique climatique. Donc il y a eu des politiques climatiques, donc effectivement, on ne va pas vers 5 degrés.
Voilà, donc on réactualise les scénarios, on est en 2025 et le faisceau de projection, il diminue. C'est normal. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire de dire que on a... c'est quoi le terme? Que on reconnaît ses erreurs. Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, c'est presque le contraire. Donc voilà comment cette information erronée peut affecter des travaux scientifiques, parce que finalement, la conclusion, c'est arrêtons de financer les programmes scientifiques sur le climat, parce que ces programmes scientifiques, finalement, ces scientifiques, ils avouent que 10 ans après, qu'ils sont dans l'erreur. Donc voilà. Donc je crois que c'est un cas d'école. Donc voilà. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'était une illustration du fait que ça peut avoir quand même des conséquences assez graves à long terme. L'arrêt du financement des observations, particulièrement du monitoring, l'arrêt aussi de la dégradation de la participation internationale qui est indispensable justement pour créer ces projections climatiques pour le futur, qui vont guider les politiques euh, voilà, dans leur choix. Hein. C'est pas là pour guider. Il n'y a pas d'agenda politique. Les scénarios, c'est un spectre. On dit voilà, si vous souhaitez aller à 1,5 degré, ben, c'est ça qu'il faut faire. Si vous souhaitez aller à 3 degrés, ben, c'est autre chose qu'il faut faire, etc., etc. Donc c'est vraiment ce ternissement de ces informations qui est visé dans ces propos. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette première présentation et ce panorama très riche des effets en cascade qui peuvent arriver à l'issue de la manipulation volontaire ou non de l'information climatique. Je vais me tourner vers Carlos Hernandez Echevarria, qui est derrière moi, qui s'adressera à nous en anglais, mais j'adresserai la question en français pour commencer. Donc après avoir étudié ces conséquences plutôt au niveau politique, au niveau des sciences climatiques, etc., l'idée, ce serait maintenant de voir les conséquences de la désinformation climatique, notamment lors d'événements climatiques extrêmes, parce qu'on sait qu'une part importante de la désinformation climatique a lieu dans le cadre, à l'issue d'événements météorologiques ou climatiques extrêmes. Donc, Carlos, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce phénomène? Est-ce que vous pourriez également nous expliquer les conséquences de la désinformation climatique dans ce contexte? Avec Maldita, vous avez notamment étudié le cas spécifique des inondations à l'issue du phénomène Dana à Valence en 2024, où il y a eu plus d'une centaine de cas de désinformation que vous avez recensés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et illustrer tout ça avec ce cas de Valence? Merci beaucoup. Still good. Thanks, everyone. And of course, thanks to Iris for the invitation to talk to you today. I could say the key, trying to understand why these extreme climate events bring so much disinformation right from the very beginning. It's probably the fact that they are kind of the perfect situation to disseminate disinformation. If you are a rogue actor who is trying to manipulate people, this is a particularly good time to do it. It's first of all, during big extreme weather events or climate catastrophes, call it what you may, you easily command a lot of attention that those actors don't normally have. So normally in democratic societies, in particular, our attention is very much divided in a particular news cycle. We care about very different things. But when there is a huge, event that, in which flooding kills 200 people, like it happened in Valencia in 2024 in Spain, there is really nothing else in the news. So there is a lot of actors who will try to get their messaging and will try to get their, let's say, manipulation campaigns to work around this issue, because this issue is commanding a lot of attention. That is the reason why around, for example, the deadly floods of 2024,
we saw disinformation from, amplified by state actors like Russia. We saw the same communities that are normally involved in promoting manipulation trying to jump into the news cycle and produce this information that was related to the flooding, because it was all people care about during those days. So how this connects with climate misinformation? Well, we see that happening in many different ways, because these state actors, for example, that are very much keen on projecting an image of ineffectiveness and incompetence on public authorities in liberal democracies, they have a very good opportunity to do that. But it's not only those actors. If you think about it, during those days, we saw, far-right disinformation, far-left disinformation, anti-migrant disinformation, anti-Catholic misinformation. We saw everybody that had a powerful message that could be attached to this particular moment, they tried, and to a degree, they did it successfully. How that is harmful, and because in the question it was, what about the consequences? The consequences are huge. There are societal consequences that have to do with how people trust the information they get during a disaster, but there are very, I would say, physical and down-to-earth actual consequences for this kind of disinformation campaigns during disasters. First of all, for example, if during this, even in the previous, before crisis hits, if there is a sustained campaign, for example, as it has been, demolishing the credibility of national weather agencies, that's going to result automatically in people having less trust of their guidance during natural disasters. That means that some people would hear that there is an evacuation alert in place, and they will choose not to follow it because they will discredit that kind of weather agency as extremist, alarmist, always trying to create panic, that kind of thing. So the consequences are very much real, I would say. On the side of the particular question about how certain Russian narratives and operational patterns arose during, for example, the flooding in my country in 2024, you could clearly identify that this was a golden opportunity for these kind of actors and for the pro-Kremlin narratives to operate around. So how they could do that? Okay, first of all, this kind of major disaster that has is a logistical nightmare for the authorities to bring food and electricity and clean water to these areas, there's going to be a lot of anger. And it's a great opportunity for these, for example, pro-Kremlin actors to push the narrative of democratic societies being ineffective or less effective than authoritarians. This would come from Russia, but not only from Russia. It's also a very interesting opportunity for countries that rely a lot on fossil fuels to push disinformation around green policies that have been normally kind of the trademark of liberal democracies over the last decade. So it's not unique for liberal democracies, but it's true that if you are a nation state with a vested interest in fossil fuels, it's always an interesting framing for you to try to push manipulation campaigns as the ones we saw that link pro-environmental policies or climate policies for this disaster. We saw this all the time in Spain during October 2024. We saw, accusations of environmental policies leading to not cleaning the rivers, and that resulted in the tragedy. We saw a lot of disinformation about weather manipulation techniques. Let's say that there was the zoo fit the particular strategy that they were trying to have here. Russia, I think, as they have been doing over the last few years, clearly understood that in this particular context, it was much more useful and effective to its
goals to amplify particular homegrown disinformation rather than, let's say, planned false stories created by Russia itself. This is something that we have seen over time, over the last few years. There is obviously fabricated stories in the press that and in social media that can be attributed to Russian proxies and Russian authorities. But there is also these huge networks of amplification in which Russia is just trying to get a lot of eyeballs on these false stories that perpetuate this kind of general narratives that benefit the Kremlin line of argument. I am thinking, yeah, liberal democracies are totally ineffective and not so different from authoritarian regimes when it comes to keeping their citizens safe, for example. This is a line that gets a lot of attention from them, and they will amplify many stories that could amplify, that could advance this line of thinking. This is what we saw during the Dana floodings in Spain. We saw, for example, there was this video out of context that claimed to be a huge police escort for the president of Spain and the king as they went into the zone most affected by the floods, and the idea there was to push this video with the underlying message and sometimes with the direct message of saying, there is no police to participate in the rescue operation, or there is not enough manpower for that. But here, the elites, the authorities do have all the security in the world. They do have all this police presence around them. Of course, the real story here was that that particular video, it was a column of, police cars from the municipal police in Madrid going to ground zero of the floods to actually help. It had absolutely nothing to do with a police escort operation to the government or to the royal house, but still it was very powerful, and it reinforced some of the very legitimate criticism that was appearing at the time of government incompetency, and as I was saying, those were very legitimate points of view, and certainly there was plenty of criticism of the way this was managed. It's just that there was a concerted effort to amplify stories that could damage institutions. And I'm not only talking about public institutions, say the monarchy or the government or a particular party, because in this particular case also the regional government and the national government are from opposite sides of the ideological realm. But it was really an anti-institutional effort through disinformation and through climate disinformation in particular that attacked not only, let's say, political figures, but any kind of institutions, the Catholic charities, the Red Cross, other NGOs that work as first responders in this kind of disaster, the armed forces, the police. It was a very general, let's say, onslaught through disinformation on discrediting a lot of the traditional figures of authority that you would think first when dealing with this kind of catastrophe, right? I have mentioned a few of them, but I think it was particularly interesting how these Russian proxies were working hard at disseminating particular stories that they knew had the potential to be very influential, because they had been composed in Spain to work in a Spanish context rather than created in St. Petersburg in an office, right? So I think that has, in our experience, played a bigger and bigger part of this kind of operation through the years. And I think climate disinformation in particular has been pretty effective at that, because obviously climate policies are not without friction, and they create some real trade-offs
in society. And so there is, for these kind of actors, a good opportunity to exploit the opportunity to use that for institutional damage, I would say. Thank you, Carlos. Merci beaucoup, Carlos, pour ces explications extrêmement claires et qui permettent aussi de comprendre les implications vraiment matérielles et très concrètes de la désinformation climatique quand elle est instrumentalisée par des États étrangers, mais pas que, puisqu'on voit que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui a fait qu'il y ait une telle désinformation climatique dans le cadre des inondations à Valence en 2024. Je vais maintenant me tourner vers Éléonore, puisque dans le cadre des travaux de l'Observatoire Défense et Climat, si vous avez déjà lu certains de nos rapports, vous savez ça, mais on a des scénarios de prospective et qui ont pour objectif de mettre en avant à une échelle de temps de 10, 15, 20, 30 ans, de montrer les tendances que peuvent prendre les sujets qu'on étudie. Et donc, dans le cadre de cette note sur la désinformation climatique et les ingérences étrangères, on a fait ce travail-là aussi. On a développé 3 scénarios de prospective pour voir un petit peu les angles morts ou ce qu'on pourrait peut-être anticiper en faisant ces travaux d'imagination pour voir voilà, les tendances de la désinformation climatique. Et donc, Éléonore, je te laisse la parole pour en présenter un ou deux. Oui, Voilà. merci. Donc, comme l'a dit Mathilde, on a une dimension prospective dans ces rapports. Donc, en fait, on essaye de se projeter à un horizon 2050 à peu près et de voir comment les enjeux qu'on étudie peuvent évoluer, comment est-ce qu'ils peuvent être des amplificateurs de risques s'ils ne sont pas pris en compte. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des choses qui doivent être prises en compte aujourd'hui pour éviter des situations difficiles dans le futur. Et donc, on s'intéresse, dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat, surtout aux forces armées. Donc, c'est notre partenaire du ministère des Armées. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que la désinformation climatique pourrait affecter le ministère des Armées dans diverses situations. Et donc, je vais vous en présenter 2 aujourd'hui. Donc, 2 scénarios qu'on a faits. Le premier, il se passe en 2037. Et avant de vous présenter le scénario, je vais juste vous rappeler rapidement ce que c'est que la géo-ingénierie solaire, puisque c'est le sujet du scénario. Et donc, la géo-ingénierie solaire, c'est un ensemble de projets techniques qui cherchent à compenser l'augmentation de la température moyenne globale sous l'effet des changements climatiques par une modification du bilan radiatif de la Terre. Donc en gros, on essaye artificiellement de diminuer la température qu'on a nous-mêmes augmentée. Et ça se fait par plusieurs techniques, et celle dont on va parler dans ce scénario, c'est l'injection d'aérosols stratosphériques. Donc c'est l'injection de particules chimiques dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Il y a une autre technique qui est la diminution du rayonnement terrestre retenu par l'atmosphère, mais on n'en parlera pas dans ce scénario. Et donc, en 2037, on considère que... on a envisagé une augmentation de la température moyenne mondiale de 2,4 degrés en suivant les scénarios du GIEC. Et donc, en gros, l'accord de Paris, il est largement dépassé. On a une température qui est mondialement très élevée, avec donc des effets multiplicateurs dans des territoires où c'est pas 2,4, c'est 3 ou 4 degrés, notamment en Europe, par exemple. Et dans les débats climatiques internationaux, la géo-ingénierie solaire s'est imposée comme une solution clé pour limiter le réchauffement de la température. On a 2 blocs au niveau international qui se sont créés, avec un mené par les États-Unis, qui défendent une souveraineté météorologique, une souveraineté sur leur propre climat, et une utilisation de l'IAS, de la géo-ingénierie solaire. Et de l'autre, on a des pays, notamment la France, mais aussi l'Union européenne, l'Union africaine, qui plaident plutôt pour un moratoire et pour un contrôle des essais de l'IAS. Voilà, donc on a en gros 2 blocs qui s'affrontent sur les discussions autour de cette technologie. Et l'événement déclencheur de notre scénario, il se passe le 14 septembre 2037, et à la demande des petits États insulaires qui observent de nombreuses anomalies climatiques sur leur territoire, qu'ils pensent être liées à des essais de l'IAS, ils demandent une session extraordinaire des Nations Unies à Nairobi. Et la France et l'Union européenne soutiennent la régulation qui est proposée par ces petits États insulaires,
à l'inverse donc des États-Unis qui militent en amont de cette cession pour une absence de régulation. Et dès l'ouverture de cette session extraordinaire, le secrétaire d'État américain accuse publiquement la France de mener des essais, des expérimentations d'IAS sur le centre spatial de Kourou, en Guyane. Donc le président américain relaie simultanément ces informations sur son réseau Truth Social, ou le réseau Truth Social, on ne sait pas où est-ce qu'il sera en 2037, j'espère pas en poste, mais on verra bien. Et donc tout s'emballe assez vite. On a des niveaux de désinformation qui émergent en fait très rapidement et qui se mélangent. Donc on a des images falsifiées de fusées, d'avions militaires sur la base, sur le centre spatial de Kourou. On a des fausses fuites de documents qui font croire à un projet secret européen de contrôle du climat. Et on a évidemment des narratifs de duplicité qui sont utilisés, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, où la France soutiendrait un moratoire, mais mènerait des projets, des projets secrets d'essais de l'IAS. On envisage que l'IA générative dans ce scénario prend une part très importante et diffuse des contenus falsifiés quasiment indétectables par le grand public. Et dans l'urgence, en fait, l'information est saturée et on se retrouve avec un climat informationnel extrêmement dégradé. Les effets, ils sont immédiats puisque à Cayenne, des manifestations essaye de perturber les activités en essayant d'entrer sur le site, en questionnant la responsabilité de la France dans ces fausses expérimentations. On estime que des militaires seront déployés pour protéger et sécuriser le centre spatial de Toulouse pour éviter qu'il y ait des dégradations de matériel militaire qui sont associées donc à cette expérimentation. Les discussions donc, à la session extraordinaire sont mises à l'arrêt et la France est dans une position extrêmement délicate puisqu'elle doit gérer une crise diplomatique avec les États-Unis et répondre aux petits États insulaires qui demandent des comptes, qui demandent des vérifications, qui demandent des démentis ou en tout cas de rétablir la vérité. Donc, dès le 13 septembre, donc quelques jours après l'ouverture, une cellule interministérielle est activée pour gérer cette crise informationnelle, mais également diplomatique. Et donc, on a des déclarations officielles de démenti de ces informations, mais également des déclarations qui réitèrent le positionnement de la France sur l'IAS, sur la géo-ingénierie. Le problème, et c'est ce qu'on voit à chaque fois, c'est que les vraies informations se diffusent beaucoup moins bien et beaucoup moins vite que les fausses informations. Et donc, en fait, le démenti peine vraiment à être entendu et à être cru. Et le gouvernement français tente donc de gérer cette crise. On a le compte French Response, que vous connaissez peut-être, qui est mobilisé sur les réseaux sociaux pour démentir à chaque fois que le compte voit passer une fausse information, une vraie information en direct. Et ça mène à une actualisation de la stratégie française de lutte contre les manipulations de l'information, avec un nouveau volet géo-ingénierie solaire en octobre 2037. Ça, c'est le premier scénario où on estime que la géo-ingénierie pourrait être et est déjà aujourd'hui une cible de désinformation, mais que cette fois-ci, dans le cadre des motifs, des modes opérationnels informationnels des États-Unis, ça pourrait devenir un sujet de conflit diplomatique ouvert dans une arène internationale. Et en fait, la désinformation pourrait mener des États à contrer la diplomatie climatique d'autres États. Premier scénario, j'espère que vous me suivez toujours. Alors le deuxième, il a lieu en 2042 et on s'est inspiré de ce qui s'est passé en Espagne, à Valence, pour ce scénario où on part d'inondations très importantes dans le Nord-Pas-de-Calais, un petit peu sur le modèle qu'on a pu malheureusement observer en 2024 et de fin 2023 et début 2024, où il y a une succession d'inondations très importantes dans le Pas-de-Calais.
Et donc on fait face en 2042 à un département qui cumule des inégalités sociales qui sont exacerbées et une des vulnérabilités climatiques également importantes. Donc c'est une succession d'inondations et de sécheresses, une érosion du littoral qui est très importante et des vagues de chaleur meurtrières dans des départements qui ne sont pas habitués à ces effets des changements climatiques. On s'est aussi intéressé là à l'artificialisation des sols. On s'est dit que ce serait intéressant de poursuivre cette artificialisation puisqu'elle est partout et elle se développe. Donc il y a de plus en plus de parkings, de centres commerciaux, de data centers qui artificialisent et qui limitent la capacité des sols à absorber les précipitations. Et donc cet événement, il se passe assez rapidement. Le 18 novembre, Météo France place le département en vigilance rouge. Sauf que simultanément, en ligne, il y a des comptes officiels, parfois même des scientifiques, qui contredisent ces prévisions météorologiques, qui remettent en cause la véracité des prévisions de Météo France. Et il y a même des faux bulletins météo qui sont diffusés. Et qui sont parfois même repris par des médias locaux qui, dans dans l'inondation des informations, se perdent et diffusent de fausses prévisions. On a donc des faux bulletins locaux, on a des faux messages d'alerte qui sont envoyés sur les téléphones des citoyens dans le Nord-Pas-de-Calais sur le modèle des messages FR Alert, donc voilà, qui perturbent la compréhension des citoyens des comportements à adopter, de ce qui est en train de se passer et qui en fait brouillent les pistes. Et donc les inondations ont vraiment lieu, puisque Météo France avait raison. Donc le 20 novembre, on a plus de 400 communes qui sont touchées, il y a des milliers de foyers sans électricité, des centaines de communes déconseillent de consommer l'eau du robinet. Voilà, une inondation extrêmement importante et qui touche un département vulnérable. Il y a un déploiement de la sécurité civile et des forces armées assez rapide pour répondre à cette crise, comme le font à chaque fois les forces de sécurité civile. Donc on a des pompiers, des militaires de la sécurité civile, l'armée de terre également qui est sollicitée pour sécuriser des espaces stratégiques, des infrastructures stratégiques. Voilà, un mécanisme de solidarité européen est activé. Donc on demande de l'aide à nos voisins pour du matériel. Mais des casernes sont inondées, donc ça complique la capacité opérationnelle. Et on enregistre des milliers de faux appels d'urgence qui sont réalisés par l'intelligence artificielle et qui saturent les communications des sapeurs-pompiers. À Roubaix, un faux point de rassemblement diffusé par des médias qui imitent des médias locaux, qui est quelque chose qu'on voit à chaque fois, entraîne la mort de 6 personnes dans un gymnase. Et on a imaginé aussi des centaines, des milliers de deepfakes, de journalistes, de personnalités politiques qui relaient des fausses informations et qui, encore une fois, handicapent la capacité des citoyens à se diriger, à avoir la bonne information. Et par exemple, la ministre des Armées annonce le 22 novembre qu'elle a refusé de mobiliser les militaires, ce qui entraîne une défiance de la population. Et il y a une absence de capacité du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur de gérer en fait la masse d'informations et la masse de fausses informations. Malgré ces relais sur les réseaux sociaux, on enregistre un bilan donc, qui est lourd. À Valence, il y avait une 50aine de personnes qui ont trouvé la mort. On estime qu'une 50aine de personnes dans le Nord-Pas-de-Calais en tout cas, a eu lieu. Le ministère de l'Intérieur et les premiers ministres lancent une cellule interministérielle de crise, mais encore une fois, les démentis ne fonctionnent pas assez vite. Et Viginum identifie les marqueurs d'une opération d'ingérence étrangère russe, le publie, l'expose, mais il n'y a
aucune attribution formelle qui est possible, donc on est confronté à des fausses informations, certainement d'origine russe, mais avec une difficulté à les identifier. Et donc en 2042, donc cet événement, il révèle en fait une vulnérabilité systémique, que la désinformation, lorsqu'elle se superpose à une catastrophe, elle peut mettre en danger la vie des gens, tout simplement, puisque ces personnes n'ont plus accès à des bonnes informations, se dirigent vers des faux points de rassemblement, n'ont pas les bons numéros d'urgence, et les personnes qui sont isolées, qui sont vulnérables économiquement, socialement, en termes de santé également, peuvent être particulièrement affectées. Et enfin, la désinformation, on a aussi imaginé qu'elle pouvait mettre en difficulté les forces de sécurité civile, les forces armées. Ça a été le cas à Valence. Elles ont été ciblées par cette désinformation. Et donc, on estime qu'elle pourrait également paralyser les secours et détruire, ou en tout cas diminuer, affaiblir le lien de confiance entre l'État et entre les populations. Merci Éléonore pour la présentation de deux de ces scénarios. Le troisième est tout aussi intéressant et catastrophiste. Et il est dans la note. Mais ça nous permet effectivement de mettre en avant à la fois les répercussions que peut avoir la désinformation climatique en cas d'événements climatiques extrêmes sur les forces armées, sur les forces de secours, puisque en fait, ça complique leurs conditions d'opération quand les populations n'ont pas forcément les bons éléments. Et après, ce scénario permettait aussi de mettre en avant le sujet de la géo-ingénierie, qui est aussi un gros vecteur de désinformation climatique. Et on voit qu'aux États-Unis, notamment, il y a beaucoup de désinformation qui va cibler l'Europe, qui est autour de ces sujets de géo-ingénierie. Attends, une seconde. J'ai balancé une fake news. C'était 200 morts à Valence et pas 50. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette fausse information que je rectifie tout de suite. Et je vais maintenant me tourner vers Katharina Zugel. Donc vous travaillez au sein du Forum sur l'information et la démocratie. Il y a une question qu'on voulait vous poser qui était plutôt sur les mesures qui existent, le cadre institutionnel, régulatoire, réglementaire qui existe aujourd'hui autour de la question de la désinformation climatique d'origine étrangère, mais plus largement de la désinformation climatique, sachant qu'en plus on a eu certaines avancées au niveau français aujourd'hui grâce au travail notamment de Quota Climat, puisque le Conseil de la planification écologique vient d'annoncer le lancement d'un plan national sur l'information environnementale pour lutter contre la désinformation. Donc on voit qu'il y a des avancées, donc c'est une bonne chose. Mais du coup, je vais vous laisser la parole aussi pour parler un petit peu de tout ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue institutionnel et réglementaire au niveau de l'Union européenne et français sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible d'avoir la présentation? Ok, parfait. Donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être pour commencer, je voulais vous donner 2-3 éléments sur qui nous sommes et qu'est-ce que je vais vous présenter. Donc le Forum sur l'information et la démocratie, c'est à la fois une association qui travaille avec des chercheurs et la société civile à travers le monde, et à la fois l'organe de mise en œuvre d'un partenariat international qui regroupe aujourd'hui 57 pays, qui s'est lancé par la France, des pays qui se engagent pour mettre en œuvre des garanties démocratiques dans l'espace informationnel. Et très concrètement, dans cette structure, on travaille en coopération avec des États et on a notamment lancé un axe de travail en coopération avec le gouvernement brésilien qui a accueilli la COP30 l'année dernière et l'Arménie qui accueillera cette année la COP17 sur la biodiversité. Un axe de travail qui est sur le changement climatique et l'environnement et qui s'adresse à la question de l'intégrité de l'information, donc plus large que juste la lutte contre la désinformation, avec d'un côté pour objectif d'identifier quels sont tous les défis, mais surtout mieux comprendre quelles sont les politiques publiques et comment on peut aller plus loin. Et donc c'est certains résultats de ce travail que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Nous avons notamment mené une étude auprès des États, soit avec des questionnaires et des entretiens pour mieux comprendre les politiques publiques et réglementaires qui sont mises en œuvre.
Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment les premières tendances, et on est encore en pleine d'études, qui revient d'une quinzaine des pays qui sont listés sur ce slide et qui vont en fait effectivement au-delà de l'Europe. Ça comprend aussi le Brésil, l'Uruguay et oui, d'autres, le Canada. Première chose marquante, c'est effectivement, il y a aucun pays qui a une vraie stratégie nationale, globale sur la lutte contre la désinformation climatique, même si c'est un enjeu qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et dont il y a des discussions. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est intégré dans plein des différentes politiques publiques et qui peut être traité d'une manière ou d'autre à travers ces différentes politiques publiques, mais où il n'a pas une vision vraiment globale. Il y a certains pays qui le mettent en lien avec des stratégies sur la sécurité nationale, comme par exemple l'Autriche, qui fait des liens entre le changement climatique qui va avoir un impact important pour la sécurité, mais aussi les menaces hybrides. Et donc, ils ont créé un premier lien entre ces deux, où l'Ukraine, comme vous pouvez imaginer, est victime de la désinformation aussi sur les climats, sur les écosites, par la Russie et qui intègre cette notion de désinformation climatique vraiment dans une stratégie plus large de défense de l'espace informationnel, mais aussi d'autres comme par exemple la Finlande qui fait les liens entre les menaces hybrides, les ingérences étrangères et le changement climatique. Il y a beaucoup de pays qui se reposent sur des politiques plus liées à l'éducation sur les climats, l'accès à l'information, beaucoup des initiatives en cours pour faciliter l'accès à l'information sur des données fiables, des travaux des instituts des recherches, les travaux en lien avec la convention de Aarhus, pour vraiment assurer que le citoyen a accès à une information fiable. Et dans ces politiques, on voit qu'il y a aussi de plus en plus une attention à la fait qu'il y a la désinformation, donc dans l'éducation à l'environnement, on commence à intégrer ces enjeux. Après, il y a les réglementations des plateformes, on a cité surtout le règlement des services numériques en Europe, qui a pas mal de mécanismes pour réduire l'impact de la désinformation, mais plutôt en général à travers l'atténuation des risques systématiques, l'accès aux informations, mais pas une focus spécifique sur les climats. Il y a aussi, on a commencé à parler un peu de l'intelligence artificielle, l'acte européen sur l'intelligence artificielle qui interdit les pratiques manipulatrices, mais ce sont des lois qui sont assez récentes dont on est encore en train de mettre en œuvre, où l'efficacité, ça va vraiment se montrer à long terme et surtout où il y a une grande attention portée par exemple aux élections, mais pas encore aux questions de désinformation climatique. Après, il y a certaines réglementations autour des médias et quel droit comment ils doivent diffuser l'information, une obligation de pluralisme. Et par exemple, en France, on a vu Arcom plusieurs fois sanctionner des médias pour la désinformation climatique. Et finalement, il y a beaucoup des pays qui se reposent sur une communication active, proactive, pour contrer la désinformation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment parpillé dans plusieurs stratégies, lois, réglementations différentes, mais pas encore une approche globale. Même si, comme je disais, il commence à avoir un peu une attention portée à cet aspect, une des initiatives, l'initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur le changement climatique qui était lancée par le Brésil lors du G20 en 2024, est un des moteurs pour vraiment donner l'attention politique à ce enjeu et rassembler les différents acteurs. Et donc, il y a en France des travaux en cours pour réfléchir à une approche plus globale. Le Canada, le ministère de l'Environnement s'est doté d'une stratégie de lutte contre la désinformation climatique. Donc, il y a vraiment, on voit qu'il y a un élan pour un changement, mais on est vraiment encore tout au début. Et surtout là, on parle de lutte contre la désinformation climatique en général, pas focalisée sur la désinformation climatique et l'ingérence étrangère.
Donc, pour aller un peu plus en détail, quelles sont les lois qui existent. Donc, d'un côté, on a pas mal des lois et réglementations qui visent à garantir l'intégrité de l'information, comme les règlements européens de l'EDSA, ou aussi d'autres législations plus spécifiques, comme sur la cybersécurité, ou il y a plusieurs pays qui ont des sortes de Online Harms, Online Safety Acts, qui s'adressent beaucoup à les questions de contenus illégaux ou nocifs pour les enfants. Donc, ce sont des premières approches pour aussi s'attaquer à la question climatique, mais aucun de ces législations s'adresse spécifiquement au changement climatique, même si le DSA reconnaît des désastres naturels comme un risque systémique qu'il faut adresser. Après, ces lois comprennent aussi certaines mesures pour essayer de garantir plus de transparence sur la publicité en ligne et réduire la monétisation de la désinformation, parce qu'aujourd'hui, un des très grands enjeux, c'est aussi que la désinformation, ça paye. C'est financièrement intéressant. On estime que la publicité publique, il y a à peu près 100 milliards qui vont dans la fraude, qui financent la désinformation. Donc aujourd'hui, il y a même aussi des acteurs qui font la désinformation où leur seul entrée, c'est une entrée économique. C'est même pas une entrée idéologique, parce que l'économie de l'attention fonctionne d'une certaine manière. Et aujourd'hui, toutes les lois qu'on a, pour l'instant, ne sont pas suffisantes pour vraiment s'attaquer à cet enjeu-là. Il y a même des études qui sont ressorties récemment que des acteurs qui sont sanctionnés en Europe ont quand même pu monétiser leur contenu. Donc, il y a vraiment un gros enjeu sur cette question-là. Il y a aussi des mesures qui visent à lutter contre les greenwashing, comme il a été évoqué depuis le début de la désinformation climatique. Un des gros enjeux, c'est les industries d'énergie fossile. Mais jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a certaines lois en cours. Il y a la directive européenne sur les green claims, mais qui n'est pas suffisant pour effectivement lutter contre cette greenwashing qui fait partie de la désinformation. Donc, le deuxième grand pilier des actions prises par les gouvernements, c'est autour de l'accès à l'information et l'éducation. Donc, d'un côté, toutes les stratégies de l'éducation à l'environnement et aussi les stratégies d'éducation aux médias qui comportent aussi de comment identifier la désinformation, comment fonctionnent les algorithmes, l'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup d'attention donnée au fait de la recherche, la coopération avec les associations, le milieu universitaire, l'investissement dans des unités de fact-checking et de journalisme d'investigation pour lutter contre la désinformation. Et il y a aussi une grande action sur beaucoup de gouvernements, mais beaucoup d'actions à élaborer des ressources destinées au grand public pour faciliter l'accès à l'information. Après, il y a un troisième grand pilier qui était pour l'instant absent de nos discussions aujourd'hui, c'est la question des médias et des journalistes, qui sont en fait un peu le contre-pouvoir contre la désinformation. Et si vous avez peut-être vu, le dernier index des RSF montre qu'on est dans une situation de liberté de la presse au plus bas depuis 25 ans. Donc, aussi pour revenir au dernier scénario qui était présenté, en fait, dans ces moments des scénarios, on a besoin aussi des radios, des services publics qui peuvent diffuser encore à travers l'ancienne manière pour avoir accès à une information fiable. Et donc, il y a une reconnaissance des États que, oui, il faut travailler pour la protection des journalistes. Il y a beaucoup de pays où les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales sont victimes de harcèlement, mais aussi menacent de mort ou sont effectivement tués. Et d'autre côté, on a un grand enjeu de financement des médias qui s'aggrave avec, d'un côté, les plateformes et qui va s'aggraver encore plus avec l'intelligence artificielle. Et donc, malgré le fait qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour protéger les journalistes, par exemple à travers des lois anti-SLAPP ou pour promouvoir la viabilité des médias, il n'y a pas encore une attention spécifique au journalisme d'environnement ou sur les questions climatiques.
Je voulais aussi partager quelques éléments, comme une des pays qui a participé à l'enquête, c'est l'Ukraine, qui a vraiment mis l'accent sur la question de changement climatique, désinformation climatique et ingérence étrangère, qui est notre sujet aujourd'hui. Donc, eux, ils ont mis en place plusieurs activités pour contrer la désinformation comme ingérence étrangère. D'un côté, la stratégie de sécurité d'information qui prend en compte l'ingérence étrangère en général et aussi la désinformation climatique, qui travaille beaucoup aussi, qui a mis en place des coopérations avec des journalistes et des scientifiques pour apporter des réfutations fondées sur les données factuelles aux fausses informations qui circulent et qui travaille beaucoup avec le renseignement open source et la surveillance, le monitoring des données transnationales environnementales pour vérifier la réalité physique, notamment vis-à-vis des discours officiels de la Russie sur des écosites pour en fait prouver que ces discours sont fausses. Donc pour eux, il y a un vrai enjeu des guerres, donc ça explique aussi pourquoi il y a autant d'attention, mais il y a, je pense, aussi des choses intéressantes à apprendre ce pays qui est confronté à la désinformation climatique de l'étranger d'une autre manière que beaucoup d'autres pays. Donc peut-être pour finir sur quelques défis, comme il était dit aujourd'hui plusieurs fois, la préservation de l'intégrité de l'information, c'est pas juste une question, c'est une question multiple avec des facteurs socio-économiques, politiques et technologiques. Comme il était aussi évoqué par mon collègue du GIEC, il y a les inégalités démographiques, économiques et géographiques qui font que les citoyens n'ont pas un accès équitable aux informations fiables sur le climat. Le changement climatique est instrumentalisé par des acteurs hostiles, d'un côté des partis politiques nationaux et domestiques, d'autre côté des entités soutenues par l'État, pour aussi créer des clivages et la déstabilisation au-delà des questions climatiques. Il y a pour l'instant une absence de stratégie sur ces enjeux, mais aussi c'est qu'il entraîne une absence de financement. Donc beaucoup des retours qu'on a eu des pays, c'était aussi, comme on n'a pas des stratégies globales, c'est plus difficile de débloquer de financement sur ces enjeux. Et finalement, de la crise générale, de la perte de confiance dans les institutions et les médias crée un climat où la désinformation peut circuler plus facilement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Katharina, non, pas le problème, pour ce panorama très intéressant sur les mesures pour une meilleure prise en compte de l'intégrité de l'information climatique. On a moins de temps pour le Q&A de prévu, mais je vous laisse quand même la parole dès maintenant pour des questions, donc n'hésitez pas si vous en avez, derrière par exemple, et devant aussi. Merci. Bonjour, merci pour ces différentes présentations. Ce que je comprends notamment, c'est que globalement, c'est la décrédibilisation de la parole d'acteurs qui travaillent dans l'intérêt public et pour l'intérêt général, qui est, que ce soit les sapeurs-pompiers ou les scientifiques, dans les deux cas, on cherche à décrédibiliser des acteurs. Je me posais la question, Monsieur Vautard, concernant les données, le fait que... en fait, j'imagine qu'il peut y avoir un effet de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remet en cause la fiabilité des données et certains gouvernements coupent les fonds pour la recherche sur le changement climatique. Est-ce que ça peut pas entraîner une dégradation finalement de la qualité à la fois des rapports météo et aussi des projections climatiques qui elles-mêmes peuvent alimenter ensuite une désinformation qui remontera au fait que le changement climatique n'existe pas. C'est-à-dire au-delà de nier les solutions, on va pouvoir remonter dans le temps, entre guillemets, on va faire face à une possible remontée dans le temps et donc une désinformation qui remonte à celle des années 80-70 sur l'absence du changement climatique, faute de données concordantes, parce qu'on aura nous-mêmes coupé les fonds pour avoir les données. Je crois que c'est l'objectif, en effet. Par contre, il faudra du temps. Je ne pense pas que cet objectif soit atteignable. D'abord parce qu'il faudrait vraiment que beaucoup de grands pays aient la même attitude par rapport aux données, c'est-à-dire finalement
arrêter de financer des jeux de données très, très importants, comme aujourd'hui, par exemple, les menaces sur l'océan, sur des données qui sont cruciales pour comprendre un des systèmes les plus importants pour le climat, qui est l'océan, parce qu'il absorbe toute la chaleur et il est potentiellement soumis à des déstabilisations futures. Donc c'est clair que si on n'a plus de thermomètre ou plus de mesures pour regarder ça, on ne pourra pas dire grand-chose. Enfin, et du coup, ça permettra d'alimenter. Mais je pense que le système d'observation actuel est quand même relativement... d'abord, il n'est pas financé seulement par un pays, il est beaucoup financé par un pays, mais pas uniquement. Hein. Et il y a d'autres pays qui s'organisent aussi pour maintenir les systèmes. Mais effectivement, s'il y a un effet de contagion au-delà d'un seul pays, ça peut poser vraiment des problèmes. Pas aujourd'hui, dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent, mais effectivement, comme le climat, c'est quand même, ça joue sur plutôt des dizaines d'années ou des multiples années. On risque d'avoir des problèmes, effectivement, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc ça, c'est le risque. Et voilà, les scientifiques sont mobilisés là-dessus, et puis les autres pays aussi sont mobilisés pour essayer de trouver des solutions pour maintenir les systèmes d'observation. Voilà. On a quand même les satellites, un certain nombre de choses quand même qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Voilà, je vous rassure quand même. Oui, bonjour, je vous remercie. Mes questions vont à Carlos et à Robert. Pour Carlos, à la suite de cette tragédie de Valence, où on a compris que la désinformation avait fusé de toutes parts et créé des sentiments à la fois de panique et de revendication contre l'État et toutes les parties prenantes, qu'est-ce qu'on a appris ? Et qu'est-ce qu'il ressort dans les communications de crise futures qui va être mise en place pour pouvoir contrer justement ce type de phénomène? Et ma deuxième question va naturellement à Robert. En tant que porte-parole d'une voix scientifique, on a l'impression que vous êtes directement menacé dans votre parole par des dires, qu'ils soient d'un président ou d'un autre, qui pourraient remettre en cause en fait le fondement scientifique. Je voulais savoir quels outils vous utilisez dans vos communications et comment vous réagissez publiquement pour justement réaffirmer la parole scientifique. Carlos, is the question clear? Maybe just to translate it quickly, the question that was just asked is what have been the lessons learned from Valence? And what could be put in place after this episode to prevent the impacts of climate disinformation in the future? Thanks a lot for the question. I'd say for me, the biggest takeaway professionally was that no matter how well-grounded, admirable, well-established an institution is, even if it's outside government, I am thinking, the Red Cross or the Catholic Charities, to say the 2 examples I put before. No one is really above or safe from this kind of anti-institutional disinformation, because there is very well-trained and well-connected actors that are going after destroying the credibility of any established institution. So for me, if you would have asked a few years ago if I thought the Catholic Charities would be in the midst of a wave of false accusations of only helping foreigners and only getting money for themselves and not helping others,
I would have been very surprised 10 years ago, and I'm not surprised at all after Valencia. On a very practical way, beyond myself, lesson learned is that we have a pretty powerful legal framework in the European Union these days. It has been mentioned already, the Digital Services Act regulation that mandates effective risk mitigation by the major digital platforms. For me, Valencia was a key lesson on why the goals and the obligations set by the law are not yet a reality, in the sense that they are not nearly as effective as they should be to prevent further victimization of victims of natural disasters. Thank you, Carlos. Alors, ma réponse est à plusieurs niveaux. Je dirais au niveau de l'institution GIEC. Pour le moment, il n'y a pas véritablement de politique contre la désinformation en tant que telle. L'institution GIEC, elle est pilotée par tous les gouvernements. Et donc, avant de pouvoir infléchir, avant de lancer une action, on se doit, en tant que GIEC, avec le logo GIEC, normalement, on doit avoir l'accord des gouvernements. C'est quand même les gouvernements qui pilotent l'organisation intergouvernementale. Donc, ce n'est pas toujours simple. Maintenant, on a quand même aussi un service de communication, et on communique sur on répond aux médias, on répond en fact-checking lorsque ça est nécessaire, avec la difficulté que là aussi, dans son mandat, le GIEC a une nécessité de neutralité diplomatique. Donc on ne peut pas contester la politique d'un pays. Ce n'est pas possible. Donc après, il faut se servir d'autres outils. Oui, ça fait partie de notre ADN, la non-prescriptivité de nos informations. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux pays ce qu'ils doivent faire, et on ne peut pas commenter sur une politique d'un pays. C'est pas... Bon, voilà. Après, il y a des scientifiques qui ne sont pas dans le GIEC, qui peuvent le faire, et on n'est pas tous dans le GIEC, et parfois, il m'arrive personnellement comme ça, de raconter une histoire sans... en notant aussi ma casquette GIEC, ça m'arrive. Alors, au niveau de la communauté scientifique, je pense qu'il y a... Ça, c'est l'organisation GIEC. Au niveau de la communauté scientifique, moi, j'ai envie de dire, c'est presque... Bon, voilà, plus de bruit, on augmente le volume nous-mêmes de nos communications. Je crois qu'il faut augmenter le volume et rappeler la méthode scientifique, très important. Comment on construit des vérités scientifiques, c'est pas une opinion, c'est pas une étude, c'est pas 2 études, c'est des centaines, des milliers d'études, voire des dizaines de milliers d'études qui permettent de constituer un savoir qui n'est pas le résultat d'une publication. On est au-dessus des publications. Le savoir, c'est au-dessus d'une publication particulière. C'est vraiment un corpus de connaissances. Donc ça, je pense qu'il faut le rappeler dans chacune de nos présentations. Comment on fonctionne, quelle est la méthode, et je pense qu'on a voilà, il faut le rappeler tout en l'illustrant. Voilà, donc on a beaucoup de progrès à faire dans la communication. Les scientifiques sont trop scientifiques. Voilà, il y a un moment, il faut simplifier un peu. Quand j'expliquais tout à l'heure l'histoire des scénarios, j'ai simplifié. J'ai pas dit tous les détails. J'ai essayé de simplifier pour aller au cœur de la communication. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tous les cas, voilà. Et puis, au niveau personnel, je dirais que moi, je réponds à toutes. Je réponds pas à toutes les désinformations. C'est pas possible. Ça me prendrait plus que 24 heures dans la journée. Par contre, effectivement, j'essaye de repérer les sujets sur lesquels ça va partir en vrille. Et le sujet des scénarios, je l'ai vu venir. En fait, j'ai fait un post LinkedIn, j'ai un journal
hebdomadaires sur LinkedIn. Justement, j'essaye, quand il y en a, de repérer des sujets qui vont... Voilà, et d'essayer tout de suite de mettre les faits et d'expliquer les faits sur ce sujet-là, pourquoi il y a cette publication, pourquoi elle est importante, et voilà, voilà. Et il se trouve que j'avais communiqué avant, donc c'est même pas une réponse que j'avais fait. Voilà, c'est du pré-bunking, mais c'est voilà, c'est du pré-bunking, absolument. Mais sinon, il y a des méthodes qui, donc effectivement, Virginum a élaboré toute une liste d'approches contre la désinformation, basées justement sur les études de sciences sociales sur le sujet. Et moi, je recommande de lire ce rapport qui est de Virginum, hein, qui est bon. Voilà. Et vos notes, bien sûr, aussi. C'est tout à fait intéressant. Voilà, bon, on n'a pas de solution miracle. Hein. J'ai juste une chose à ajouter, excusez-moi. L'éducation, j'ai oublié de le dire. L'éducation. Hein. La racine, c'est les enfants, les écoliers, apprendre, voilà, tout le monde. Hein, on a à se former sur ces questions, sur les médias, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire le tri. Oui, moi j'avais 2 petites questions, enfin c'est, sur, justement question désinformation et recherche scientifique. Est-ce que, jusqu'à présent, on a beaucoup traité la capacité de la désinformation à attaquer plus frontalement, la science, les dires scientifiques? Est-ce que vous avez des craintes que, demain la désinformation vienne, perturber ou pervertir le processus du GIEC? Par exemple, en construisant de la fausse donnée qui deviendrait une vraie donnée, ou d'autres méthodes. Et deuxième, alors, qui est sur un autre aspect, sur la question des politiques spécifiques pour la désinformation environnementale et climatique. Vous dites qu'aucun gouvernement n'a une stratégie spécifiquement qui vise spécifiquement cette désinformation. Est-ce que pour vous, c'est une désinformation qui est suffisamment différente des autres pour nécessiter une stratégie propre, ou est-ce que c'est un élément qui doit être pris en compte dans toutes les stratégies qui luttent contre la désinformation en général? Alors rapidement sur la première partie de votre question sur l'altération des processus au sein du GIEC, je dirais que pour le moment, il n'y a pas de menace immédiate. La communauté, elle est soudée, elle a l'habitude de travailler avec des méthodes et des règles qui permettent et une éthique en fait qui est commune et qui il n'y a pas de dissension véritablement dans cette communauté. Pour le moment, hein, je ne peux pas présager le futur. En revanche, on a une menace qui est l'IA. C'est pas tellement l'IA en tant qu'IA, mais en tant qu'outil d'obstruction. Hein. Ce que je crains pour nos rapports futurs, c'est particulièrement l'abondance de commentaires qui ont dans les cycles de revue, on a eu 30 000 commentaires, par exemple, pour le rapport sur les villes, le premier brouillon du rapport sur les villes, 30 000 commentaires. Je ne dis pas que c'est de l'IA parce que c'est impossible à détecter, mais on voit des formes possibles d'obstruction, finalement, par simplement, comme on doit répondre à chacun des commentaires, quand on en aura 1 million, on ne pourra pas. Donc, on sera obligé de contrevenir aux règles du GIEC ou de trouver d'autres choses. Et donc, certaines formes de commentaires peuvent aussi créer des fausses, comment dire, l'IA peut créer des fausses publications, des choses comme ça, qui va nous demander un travail mais colossal de vérification. Et je pense que donc c'est des méthodes d'obstruction plus que de désinformation à proprement parler. C'est vraiment ma crainte pour le futur. Et peut-être sur cette question de la question de stratégie, non, effectivement,
L'information sur le climat a peut-être certains éléments où elle est différente, surtout le fait qu'elle est très bien financée, très bien coordonnée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec tout autre type de désinformation. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment que c'est traité à droite et à gauche par différents ministères et différentes institutions. Il faudrait au moins une meilleure coordination pour s'assurer que tous les aspects qu'il faut traiter sont pris en compte. Aujourd'hui, par exemple, dans le DSA, le changement climatique n'est pas très présent. Donc, ça veut dire que aussi pour la question de faire des demandes d'accès aux données sur ces questions-là, c'est à voir à quel point ça va être pris en compte si c'est sur ces questions-là. Là, le ministère de l'Environnement en France est en train de réfléchir comment traiter ces sujets, même si en parallèle, il est traité dans d'autres ministères qui traitent depuis longtemps la question des gouvernances numériques. Donc, il y a plutôt cette grande enjeu que c'est traité à droite et à gauche et qu'il n'y a pas une vision compréhensive. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'une stratégie, mais au moins d'une coordination entre les différents acteurs et les différentes institutions pour vraiment aussi identifier à quoi on peut s'attaquer avec les règles et politiques existantes et où est-ce qu'il y a des lacunes à traiter. Merci beaucoup, Katharina. Ça sera donc le mot de la fin et une belle recommandation pour finir de sujets auxquels réfléchir. Pardon. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ces 2 tables rondes cet après-midi. Merci à nos copanélistes pour leur présentation brillante et à bientôt. Et vous pouvez retrouver le rapport sur le site de l'Observatoire Défense et Climat avec une synthèse pour information, parce que le rapport fait 50 pages. Donc ça peut être décourageant, mais il y a la synthèse de 10 pages, donc c'est faisable. Voilà, merci beaucoup.